Donc cette soirée, elle a été organisée à l'initiative des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, association à laquelle se sont jointes Alternatiba, la France Nature Environnement, les Amis du Monde Diplomatique et l'Université Populaire de Toulouse, ainsi que l'atelier d'écologie politique. Et je suis très heureux ce soir, nous avons deux invités qui sont à ma gauche Muriel Rolik, qui était donc une des participantes de la Convention citoyenne pour le climat, parmi les 150 personnes tirées au sort et qui habitent Toulouse. Muriel, voilà, c'est une citoyenne tirée au sort. Elle est dans la vie, elle est intermittente du spectacle, technicienne lumière. Et donc elle a travaillé pendant au moins 8 mois, puis elle continue à travailler sur toutes ces questions et elle a participé activement aux propositions, notamment en ce qui concerne le numérique. Et ensuite, pour le débat ce soir, je suis très content d'avoir Yael Benayoun, qui est diplômée en philosophie politique et en sciences sociales, et qui s'intéresse aux mythes de la modernité, en particulier l'idéologie positive au XIXe siècle, et questionne les idées de progrès et de technique. Et au cours de ses études, elle a rencontré Irénée Regnault, qui est auteur, qui est auteur du blog que vous connaissez, que certains connaissent peut-être, mais où va le web, qui est un blog technocritique. Et en 2017, elle a fondé le Mouton Numérique. Donc là, vous avez quelques infos, qui est une association qui organise des débats et des rencontres sur les questions du numérique pour les mettre en démocratie. Donc évidemment, il y a un lien évident avec Muriel de la Convention citoyenne, puisque ce dont on aimerait discuter ce soir, c'est justement, est-ce qu'on peut avoir un débat démocratique sur les questions technologiques par rapport à nos choix de société. Et donc moi-même, je suis chercheur au CNRS à Toulouse, bientôt anciennement en neurosciences, et j'ai fait une reconversion et maintenant je ne fais plus que de l'écologie politique. Alors pour cette petite introduction, voilà, j'aime bien cette image que vous connaissez peut-être. Elle a fait le buzz sur le web, elle est devenue virale l'année dernière. Et ça peut illustrer le titre, pour donner le contexte. On n'arrête pas le progrès, et si on faisait une exception, si effectivement le progrès, c'est aller droit dans le mur, qui est symbolisé par donc cette image de nuages de poussière l'année dernière pendant les grands incendies en Australie. Alors ce qui est assez amusant, c'est que la petite histoire, c'est que cette photo, en fait, elle a été postée pour un concours de photographie par Marcia Macmillan en Australie, et le titre de cette photo, c'était « Un enfant plein d'espoir qui court avec joie dans l'œil du cyclone en espérant de trouver quelque chose de meilleur que de la poussière, dans l'espoir de trouver de la pluie ». Alors je trouve évidemment cette légende et cette photo très ironique. Est-ce que la 5G, par rapport aux défis climatiques, est-ce que c'est effectivement des solutions technologiques qui vont permettre de trouver une solution, ou est-ce que c'est pas, voilà, c'est évidemment le message de la soirée, encore une promesse technologique qui nous fait accélérer, d'aller droit dans le mur. Alors pour clarifier la nature du débat ce soir, c'est absolument pas un débat, parce que c'est une soirée conférence débat, c'est absolument pas un débat pour ou contre la 5G. Mais ce qu'on va essayer de faire ce soir, grâce à nos conférencières, c'est clarifier quels sont les véritables enjeux autour de la 5G, quels sont les plus importants, pourquoi ça peut poser problème, et si effectivement la 5G promet de continuer d'alimenter les ravages écologiques de notre société capitaliste, productiviste, industrielle, etc. Comment on peut lutter et comment on peut s'organiser par rapport à ces enjeux. Donc ça, c'est vraiment l'idée de cette soirée, c'est d'essayer de voir comment ici on est beaucoup de membres de différentes associations, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les priorités et savoir s'organiser. Donc ça, ce sera comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, ce sera vraiment dans la partie débat. Et dans la partie présentation, on va vous soumettre un petit peu notre diagnostic, on va dire.
qui ne sera pas forcément le même entre tous les trois d'ailleurs. Donc juste en introduction, je vais présenter juste quelques éléments de contexte sur les questions numériques et écologiques, comment les deux font lien. Et ensuite, rapidement aussi, je vais présenter quelques spécificités techniques de la 5G pour que tout le monde sache à peu près de quoi on parle. Alors le contexte, ouais, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette citation que m'a passé un collègue de l'atelier d'écologie politique. C'est dans une interview très récente par Ouzbek Erika, la revue Ouzbek Erika de Bertrand Raquet, qui est président du groupe INSA. Et dans un texte où il parle de choses intéressantes, comment les ingénieurs doivent intégrer les enjeux climatiques et énergétiques, à cette phrase magnifique. Heureusement, il y a suffisamment de garde-fous aujourd'hui pour savoir que si une technologie ne sert pas le bien commun, elle mènera à un non-sens économique et ne sera donc pas développée. Et les futurs ingénieurs sauront faire passer les besoins des citoyens avant le chiffre d'affaires. Je n'ai pas besoin de commenter, je pense. Donc ça illustre la raison pourquoi on est là, que peut-être qu'on ne va pas faire confiance au bon sens économique et à la préservation du bien commun des personnes qui en ont les moyens. Alors le contexte très général, donc une image qu'on aime beaucoup à la Técopole qui résume, s'il y a une image à garder de la situation actuelle, c'est illustré par les émissions de CO2 passées, qui sont représentées par la courbe violette depuis 150 ans. Donc ils sont responsables directement du réchauffement climatique d'origine anthropique, du 1 degré supplémentaire. Et ce que vous voyez, la ligne pointillée noire qui monte vers le haut, c'est si on continue dans la même trajectoire. La même trajectoire, c'est simple, c'est si on ne change pas le modèle socio-économique, si on continue à produire, si on continue à utiliser les énergies fossiles comme on les utilise actuellement, on arrive à les doubler. Donc ça, c'est catastrophe pour le réchauffement climatique, rien que pour cette question-là dans les enjeux écologiques. Et les courbes vertes ou rouges, ce sont les trajectoires qu'il faudrait suivre pour respecter les accords de Paris de 2015. C'est-à-dire que les États, notamment européens et la France, se sont engagés sur la trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il faudrait autour de 2050 arriver à la neutralité carbone. Donc je pense que ça, vous avez entendu parler. Et cette figure, elle montre à quel point c'est quelque chose d'énorme, sachant que toute notre économie dépend des énergies fossiles qui émettent du CO2. Et si on veut faire regarder à l'échelle de la France, donc il y a le think tank Carbone 4 qui a produit ce petit schéma qui est très pratique en 2019. En France, en moyenne, donc moyenne, ça ne représente absolument pas les inégalités qu'il y a en France. On n'est pas tous autant producteurs, mais ça déjà donne une indication. On émet un peu plus de 10 tonnes de CO2 par an et par personne en France. Si on veut respecter les accords de Paris en 2050, il faudrait arriver à 2 tonnes de CO2 par an. Et vous voyez les postes, alimentation, services, c'est-à-dire qu'il faudrait ne pas, par exemple, ce qu'on dépense actuellement en moyenne en alimentation, ça suffit à faire le budget carbone. En quoi cela a à voir avec le numérique ? Évidemment, il faut réduire tous les postes. Le numérique, au niveau mondial, actuellement, on estime que c'est à peu près un peu moins ou près de 4% des émissions mondiales de CO2. Donc 4%, on va dire c'est pas grand-chose. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que actuellement, les émissions doublent tous les 9 ans. La consommation en énergie du numérique double tous les 8 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de découplage entre la consommation énergétique et l'effet du CO2 par rapport au numérique, juste pour que ce soit clair. Donc, si on fait un petit calcul, si on applique ça à la France, ce qui n'est peut-être pas correct, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, ça fait qu'actuellement, les Français en moyenne, ce serait 0,4 tonnes de CO2. On double tous les 9 ans, donc on arrive déjà en 2037 à 1,6 tonnes, c'est-à-dire qu'en 2037, on est déjà presque au budget carbone de 2050, et en 2046, on a explosé le budget. Donc la trajectoire actuelle du numérique n'est absolument pas compatible avec, si on fait des petits calculs, avec la trajectoire, en tout cas, tant que le numérique se développe avec un bilan énergétique de cet ordre-là. Alors juste pour contextualiser également,
l'écologie, c'est pas que le numérique, c'est pas que le CO2. Il y a, oui, déjà, dans le numérique, il y a aussi un point important, c'est que l'analyse en cycle de vie montre qu'à peu près la moitié des émissions sont lors de la fabrication des appareils. Or, vous connaissez l'obsolescence programmée. C'est pas évident forcément de voir ce que vous avez là. Ça, c'est un cimetière de téléphone portable. D'accord, donc c'est très impressionnant. Donc effectivement, il y a le problème des déchets. Les déchets, en général, c'est pas en Europe qu'on les voit. Vous avez à gauche des décharges de déchets électroniques en Afrique. Et puis aussi pour les produire, c'est pas uniquement du CO2, mais c'est tous les minerais qu'il faut extraire. Et là, vous avez l'exemple que vous connaissez sans doute des minerais de sang au Congo, République démocratique du Congo, avec des enfants qui travaillent sous contrôle militaire dans des conditions absolument affreuses. Et ça, c'est pour les mines de tantale qui sont nécessaires dans les téléphones portables. Donc ça, c'est un impact très large. Et puis la question, on peut dire, pourquoi faire? Donc ça, c'est une petite vidéo que j'ai piquée à Gauthier Roussil du groupe Eco-Info, un groupe de CNRS qui s'intéresse dans une journée qu'ils avaient organisée sur l'économie, sur l'impact du numérique. Impact écologique numérique, c'est ce qu'il expliquait, c'est une usine à clics. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui sont payées pour aller visionner des vidéos. Donc ça, c'est toute l'économie de la réputation. Si on a un site web, il faut qu'il soit visité pour avoir des revenus publicitaires. Donc, et il estimait, je ne sais plus, à 60% peut-être du trafic sur Internet, donc qui génère énormément de CO2, qui est utilisé par des bots, des robots, ou par des choses qui fonctionnent tout seuls. Donc pourquoi toute cette énergie? Pourquoi réchauffer la planète? Pourquoi tous ces impacts pour des choses qui sont complètement irrationnelles? Ça, c'était pour le contexte général du numérique. Maintenant, on va passer à la 5G. Alors la 5G, ça veut dire juste 5e génération de téléphonie mobile. Donc là, vous avez un petit schéma qui résume les 5 générations depuis 40 ans. Et en fait, à chaque fois, donc en la 1G, il y avait juste la voix, puis la 2G, on a aussi les textos, puis avec la 3G, des données mobiles, et puis en 4G, enfin, on peut voir des vidéos. Et vous voyez, en bas, c'est à chaque fois le débit qui passe de je sais plus, kilobits, c'est ça? Non? Kilobits, ouais. Et après on passe en mégabits et puis en gigabits. Donc il y a à chaque fois des facteurs 10. Et donc la 5G, c'est juste pour avoir encore plus de trafic, encore plus de données. Et c'est pour pouvoir se connecter avec son téléphone n'importe où, tout le temps, et pour avoir une bande passante illimitée. Donc ça, c'est le principe de la 5G. Donc une continuité, on pourrait se dire pourquoi il y aurait quelque chose de si spécial. Juste pour vous placer un petit peu les idées, où en est le développement de la 5G. Ça a commencé à partir de 2018 en Norvège et aux États-Unis. À partir de 2019, il y a davantage de pays qui ont commencé à développer donc, de façon commerciale des systèmes 5G. La Chine en 2019, très rapidement, et en 2020, normalement, au niveau européen, les membres européens se sont engagés à lancer commercialement la 5G en 2020 dans tous les pays de l'Europe. Et actuellement, voilà où on en est. Il y a 14 pays qui ont un système commercial 5G en service. Mais il y a encore très peu d'utilisateurs. Et l'objectif, c'est 2025 pour avoir une couverture 5G en Europe des principales zones urbaines et des axes de transport. Donc le développement complet de la 5G, c'est quand même pas tout de suite. En France, donc là, je ne vous ai pas à lire le texte, mais il y a eu, au-delà du développement commercial, il y a eu des développements expérimentaux. Donc il y a une liste de villes, dont une douzaine en France. Et certaines de ces villes ont aussi servi d'expérimentation pour pouvoir faire des mesures sur des ondes électromagnétiques qui sont émises par ces antennes. Donc il y en a à Toulouse. Vous pouvez voir sur le site de l'Agence nationale des radiofréquences, des fréquences où se trouvent, donc c'est les petits points rouges, là on les sélectionne, on trouve ça, c'est les antennes 5G qui sont actuellement en service à Toulouse. Et ça, c'est une photo donc, de l'une des antennes à Toulouse qui a été utilisée pour faire des mesures. Vous avez la photo de l'antenne Huawei qui a été utilisée à droite. Et sur les petits points jaunes, ce sont les mesures en millivolts, je crois, qui ont été faites, sachant que les mesures réglementaires, c'est 62 millivolts par mètre. C'est ça, c'était millivolts par mètre. Je ne sais plus si j'ai perdu là. Je dis peut-être des bêtises, je ne l'ai pas en tête, c'est pas grave. Et là, vous êtes quand même bien en dessous. Donc les mesures sont faites, voilà. C'est en train de se faire.
La promesse de la 5G, donc, c'est un débit multiplié par 10, une latence divisée par 10, une déconnexion, le nombre de connexions multiplié par 10. Ça, voilà, ça va plus vite, plus fort et tout. Et les principales caractéristiques techniques d'augmentation de performance, c'est d'abord des fréquences plus élevées, autour de 3 GHz, puis autour de 26 GHz, et plus larges. En utilisant d'autres bandes de fréquences, ça permet d'en avoir davantage. Je vais réexpliquer un petit peu plus ce que ça veut dire. Mais en gros, ça veut dire que c'est plus rapide, parce que les fréquences sont plus élevées, plus de voix, parce qu'elles sont plus étroites, on peut en mettre plus, et c'est des nouvelles bandes de fréquences, donc plus de données. C'est comme si sur une autoroute, vous allez plus vite, les voitures vont plus vite, et vous augmentez le nombre de fils, donc évidemment, vous augmentez le nombre du trafic. Donc ça, c'est l'idée. Le fait d'aller dans des fréquences plus élevées, ça permet d'avoir des éléments rayonnants dans les antennes. C'est ça qui émettent les ondes. Traditionnellement, il n'y avait qu'un seul élément rayonnant qui diffusait dans toutes les directions. Maintenant, dans les 4G, ils sont plus petits. Elles sont plus petites parce que l'émetteur, c'est le petit carré que vous voyez, là, et tout dans un petit carré, ça doit faire la moitié de la longueur d'onde. Donc là, on est de l'ordre de quelques 10 cm de longueur d'onde, donc on arrive dans l'ordre proche du centimètre. Donc on peut en mettre plein, et ça, c'est intéressant d'en avoir plein d'émetteurs, parce qu'il y a d'autres techniques de mélange de signaux directionnels qui utilisent ça devient un peu plus compliqué. Mais toutes ces technologies qui sont liées, donc c'est pas seulement l'augmentation de fréquence, mais des innovations technologiques qui sont dans la continuité de la 4G LTE, pour les spécialistes, et ben c'est ça qui nous permet d'atteindre les objectifs. Donc ça, c'est un autre schéma qui montre un peu toutes les innovations, tous les développements technologiques qui sont dans la 5G. Ce n'est pas uniquement l'augmentation de fréquence. Donc c'est pour ça que si je vous le montre, ce n'est pas pour vous l'expliquer, c'est juste pour que vous ne soyez pas déroutés par des discours un peu trop techniques, parce que ça peut être très facile de soit dire des bêtises quand on veut expliquer la 5G, soit d'être embarqué dans des experts qui vous expliquent voilà, plein de trucs très techniques qui vont nous sortir un peu du sujet. Mais il y a deux conséquences qu'on peut garder, c'est que l'idée quand même, et ça vous l'entendez certainement beaucoup, c'est qu'il y a une meilleure efficacité énergétique. Le fait que grâce à cette technologie, toutes ces technologies et ces petites cellules, on peut faire des faisceaux orientés. Donc au lieu qu'une antenne diffuse dans toutes les directions un signal pour tout le monde et avec son téléphone on le capte, chaque téléphone peut interagir avec l'antenne et les faisceaux vont s'orienter et uniquement émettre dans la direction du téléphone. Donc normalement, en principe, au lieu de émettre dans toutes les directions une seule direction, on peut émettre moins. En plus, quand on interagit, on peut arrêter et la remettre en marche. Donc pas utiliser de l'énergie en continu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émission à la demande. Mais l'autre chose, c'est que les ondes qui sont plus courtes ont aussi une portée plus courte. Elles sont arrêtées par des obstacles, à quelques centaines, même des arbres, elles peuvent pas rentrer. Elles ont beaucoup plus de mal à rentrer dans les bâtiments, donc il faut davantage d'antennes. Donc ça peut poser aussi, ça c'est pas forcément un bon pour du point de vue écologique. Juste, j'ai parlé beaucoup des ondes, je vous juste très rapidement pour donner une petite idée, c'est pas très lisible, mais c'est l'organisation du spectre des fréquences. C'est juste pour dire, voilà, les ondes des radiofréquences qui sont utilisées pour le téléphone, en fait, il y a plein de types d'ondes qui sont utilisées pour plein de choses différentes de la radio. Et quand les ondes deviennent encore plus courtes, on entre dans le domaine de la lumière visible. Puis en plus, après, dans les ultraviolets, toutes ces ondes sont des ondes non ionisantes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas faire de réaction chimique directement sur nos cellules, à l'inverse des ondes ionisantes, qui sont au-delà de la lumière visible, à partir des ultraviolets. Et la 5G, là j'ai mis, donc j'ai fait un zoom, hein, on voit les différents usages. J'ai mis en rouge, là entouré, là où était la 5G. Donc la 5G va reprendre des bandes de fréquence de la 4G. Et dans les bandes plus courtes, autour de 3, là si vous avez le sigle 5G vers la droite, si vous le voyez, le dernier cercle rouge, ça c'est la première nouvelle bande de fréquence qui n'était pas utilisée pour la téléphonie mobile, qui va être utilisée pour la 5G, 3,5 Hz. Et là ça continue encore. Il y a d'autres bandes de fréquences qui sont centimétriques, voire millimétriques, autour notamment de 26 GHz prévues en Europe, qui là sont beaucoup plus courtes. Et c'est dans ces bandes vraiment très courtes que le gain d'efficacité est prévu comme être maximal. Alors ça c'est beaucoup plus clair, ça résume uniquement en montrant là où sont les bandes de fréquences. Donc vous avez en haut tout ce qui est utilisé pour la téléphonie actuelle et qui va être utilisé pour la 5G, et en rose en bas
celles qui sont en expérimentation actuellement en développement autour de 3,5 GHz en Europe, et celles qui sont en expérimentation pour l'instant autour de 26 GHz. Voilà, j'en ai fini pour la partie technique. On pourra revenir éventuellement si vous voulez là-dedans. Et je vais passer désormais la parole à Muriel. Et par rapport à ce contexte très général, j'avais envie de lui poser 3 questions. C'était de nous rappeler ou de nous dire quelles étaient les propositions de la Convention sur le numérique et le 5G en particulier. Pour quelles raisons la Convention de citoyens ont fait ces propositions, et éventuellement, et on reviendra sans doute dans la discussion après, par quel processus les citoyens et les citoyennes sont arrivés à ces conclusions. Muriel, je te passe la parole. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement, faire un petit aperçu de la Convention. Donc, en fait, je suis arrivée, je me suis aperçue très vite que, en fait, nos propositions allaient découler de questions qu'on nous posait. Donc, je me suis retrouvée dans le groupe Produire et Travailler, parce que tout le principe a été fait sur du tirage au sort. De là, en fait, à la 4e session, je me suis aperçue que dans l'hémicycle, il y a beaucoup de citoyens qui parlaient des forêts, notamment, et nulle part dans les groupes, en fait, on parlait de forêt. Donc, en fait, moi, la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée de Paris, parce que comme je suis intermittente, ben, voilà, le travail, c'est plutôt là-bas. En fait, quand je suis rentrée, je suis allée sur Internet et j'ai cherché des tas de contacts au niveau des sciences, tout ça. Donc, je suis tombée sur Greenit, en fait, qui s'occupe donc du numérique vert. Et je suis tombée aussi sur donc, le CNRS, en fait, et sur un scientifique des forêts. Donc, arrivé à la 4e session, en fait, il a fallu que je me bagarre, parce qu'il y avait déjà beaucoup de propositions qui avaient été faites, et on m'a dit « Ah non, Muriel, il n'y a plus de place, c'est fini, là ». Alors, je leur ai dit « Bah non, on n'organise pas une convention citoyenne pour le climat sans parler des arbres et du numérique, c'est pas possible, en fait ». Voilà, donc il a fallu que j'insiste lourdement. Et puis il y a d'autres citoyens, pareillement, qui ont fait des propositions comme les 28 heures, etc., quoi, qui n'étaient pas prévues au programme. Voilà, donc on a réussi un peu à déborder, en fait, à sortir des chemins battus. Voilà. Donc du coup, le numérique, moi, je ne m'en suis pas occupée. Je me suis occupée surtout de la fiche écosystème. Mais voilà, j'ai passé ça à d'autres citoyens, ils s'en sont très bien occupés. Et notamment, j'ai organisé des vidéoconférences avec des scientifiques, en fait, pour pouvoir savoir où on allait, en fait. Parce que c'est vrai que bon, la Convention, à la base, c'est très bien l'idée, mais si on voulait faire vraiment un travail approfondi, qui est là, hein, il fallait voilà, se rapprocher plus souvent en fait, des experts. Parce que dans la Convention, il y avait des experts, mais c'était très court, en fait. Hein, voilà. Donc là, maintenant, je vais vous parler à peu près de ce qu'on a mis au niveau du numérique comme proposition. Donc, dans nos propositions, on parle de contribution à l'économie d'énergie. Alors, le recyclage des produits, l'écolabel, le rallongement de la durée des équipements, interdire les mises à jour logicielles comme par exemple un changement de système d'exploitation d'un ordinateur ou d'un mobile qui ont pour effet d'aggraver et rapprocher l'obsolescence programmée d'un appareil, sensibiliser le public à l'utilisation correcte du numérique, éviter l'encombrement de données sur les sites. Concernant les data centers, nous proposons une relocalisation pour une répartition plutôt qu'une centralisation. Cela évite un réchauffement excessif des data centers, trop imposant, qui dégage énormément de chaleur. Aussi, en cas de catastrophe naturelle, cela limite les dégâts puisqu'on atteint seulement un petit data center et non pas tout un ensemble. L'idéal serait la mutualisation des services, le partage des ressources qui rejoint l'idée des biens communs. La quantité de ressources de minerais pour fabriquer des équipements numériques est limitée. Pour une grande partie de ces matières premières, l'épuisement total est attendu d'ici 30 ans. Je ne suis même pas sûre que la 5G a été prise en compte dans cette étude.
Donc il existe 3 catégories en fait, pour les réseaux, donc câbles sous-marins, les faisceaux hertziens et les satellites. Alors, comme j'ai eu l'honneur d'avoir un ingénieur en fait, de l'aérospatiale à la retraite en fait, qui m'a aidé à remplir les données au niveau satellite, je vais pouvoir vous en parler. Sinon, j'aurais été incapable de le faire. Alors, donc c'est une consommation et une dissipation de la chaleur plus intense au niveau des data centers, car le trafic va être plus important. Hein. Donc là, on parle bien de la 5G. Hein. Il va y avoir une augmentation du nombre d'antennes, donc une augmentation de l'extraction de minerais. Actuellement, il y a une antenne par opérateur tous les 3 km. Avec la 5G, ce sera une antenne par opérateur tous les 300 mètres. Il va y avoir une multiplication des satellites et donc là aussi une augmentation de l'extraction des minerais. Actuellement, il y a environ 2000 satellites en fonction. Et avec la 5G, cela risque d'être environ 30 000, car il y en a déjà 12 000 en cours de lancement. Le tableau n'est pas très drôle, hein, vous allez voir. Accrochez-vous. Cela va créer une augmentation exponentielle des débris dans l'espace, dont on ne sait quoi faire, et qui risque, vu l'augmentation du nombre, de créer de plus en plus de collisions entre eux. Nous risquons de ne plus voir les étoiles. Moi, je ne suis pas d'accord, hein, personnellement. Les satellites pour la 5G vont être mis en place sur des orbites à une altitude voisine de 200 km de la Terre, donc bien plus bas que ce que l'on a actuellement. De ce fait, leur durée de vie va être de quelques mois au lieu de quelques années à cause des frottements de l'air, donc un renouvellement plus régulier. La 5G va être utilisée pour les opérations médicales à distance, pour améliorer le réseau lorsqu'on regarde des films dans le TGV, pour les voitures électriques autonomes et pour la reconnaissance faciale, peut-être pour d'autres choses. Donc là, je vais vous donner mon point de vue. Concernant la voiture électrique autonome, il faut se poser la question de où cela mène. Le chemin qu'a pris la technologie jusqu'à maintenant, c'est le chemin de l'asservissement qui crée une dépendance et nous amène tout droit vers la domination de la robotique sur l'humain. Ce qui serait plus positif et plus utile, c'est d'utiliser la technologie pour accroître notre potentiel humain et non pas le faire régresser. Vu la conjoncture actuelle due à la pandémie, je ne comprends pas pourquoi l'État français s'engage dans de telles dépenses. 2 milliards d'euros d'argent public pour la 5G. Pour quelque chose qui n'est pas vital à notre existence. Entre être amiche et à la pointe de la technologie, je pense qu'entre les deux, il y a une notion qu'on appelle être raisonnable. Le problème de la reconnaissance faciale, c'est que cela va mettre en péril notre liberté. Et en tant que Française, je me dois de décliner ce projet mondial qui est incohérent avec notre devise. Voilà. Je vais passer la parole à Gaëlle. Ça va être dur de prendre la parole juste après, mais merci. Déjà, merci pour l'invitation et puis merci Muriel aussi de nous faire un peu entrer dans la Convention citoyenne, parce que c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ont suivi ça de très près, mais c'est vrai que c'était un peu, je trouve, nébuleux et difficile à suivre de l'extérieur. Et donc déjà, sachez que je pense qu'on était quand même beaucoup à vous soutenir, et surtout en ce moment, parce que c'est quand même pas très facile. Enfin, on vous voit batailler alors que c'était pas prévu, et ça me permet juste peut-être de faire un petit point peut-être un peu à côté, mais en fait pas tellement, sur ce que tu disais au tout début sur le dévoiement ou le détournement des dispositifs démocratiques. C'est un peu globalement le constat qu'on fait en fait depuis ces 20-30 dernières années sur tous les dispositifs participatifs en fait liés à des projets de choix technologiques. Et souvent, en fait, soit, j'allais dire, pour le coup, la méthodologie est bien maîtrisée, et du coup, j'allais dire, il y a une forme d'honnêteté et de rigueur dans
dans la démarche où là, les citoyens ont le droit de s'approprier de s'approprier la méthode, de choisir des sujets, d'aller normalement chercher les intervenants qui les intéressent. Mais bien souvent, en fait, ces instances sont totalement décorrélées des instances de décision. Donc du coup, ça ne sert à rien en fait au final, et ça devient ce que la sociologue Sarah Aguiton appelle des espaces de discussion sans conséquence. Donc ça crée plus de frustration qu'autre chose, et d'ailleurs ça a aussi contribué à discréditer ces types de dispositifs, puisqu'on dit, bah, vous voyez, ça sert à rien, alors qu'en fait, bah, si, ils ont quand même produit, et d'ailleurs, j'allais dire, même vous, selon ce que vous dites, vous avez quand même produit des choses et qui sont des propositions intéressantes. Et j'allais dire, là, vous aviez la chance d'être rattaché à une instance de décision, mais voilà, on voit que c'était pas aussi facile. C'est vrai que les portes se sont ouvertes en grand, en fait. Je disais le mot CCC et c'était magique, en fait, toutes les portes s'ouvraient. Donc, bon, quand même, merci Monsieur Macron de m'avoir fait vivre cette expérience. J'avoue, bon, ça aide. Hein. C'est vrai qu'il faut reconnaître. Du coup, après, maintenant, il faut voir la suite et ce qu'on fait, enfin, ce que le gouvernement fait des propositions. Enfin, alors peut-être, du coup, pour revenir un peu sur la 5G plus précisément, bah, du coup, peut-être vu le temps imparti, je pense que je vais d'abord me concentrer pour peut-être repositionner un peu les enjeux écologiques. Ça a déjà été fait, mais un peu peut-être plus globalement de quoi on parle en fait quand on parle de 5G. Peut-être juste pour commencer, parce que du coup Jean-Michel, tu disais que la 5G avait commencé en 2018, mais en fait ça commence depuis bien longtemps, puisque ça a été effectivement le déploiement de la 5G a commencé il y a 2 ans environ, mais en fait ce qu'il faut savoir sur les réseaux télécoms, c'est que ça marche par cycle de 10 ans. Donc en fait la 5G, c'est un organisme de l'ONU qui travaille dessus, enfin qui a travaillé dessus comme il a travaillé sur la 4G, sur la 3G, enfin sur toutes les anciennes générations de télécoms, qui s'appelle l'Union internationale des télécoms, et donc qui a commencé à travailler sur les caractéristiques techniques de la 5G en 2010-2013. Et donc ils ont travaillé avec des industriels et des organismes intergouvernementaux comme l'Union européenne par exemple. Et donc pourquoi je fais ce petit détour, j'allais dire un peu sur la face un peu cachée qu'on ne voit pas. C'est parce que quand vous allez sur le site en fait, de l'Union internationale des télécoms, ils vous expliquent très simplement ce qu'ils font et leur mission. C'est qu'en fait ils prennent les études prospectives. Et donc là, c'est vrai qu'on n'a pas donné les chiffres, mais en fait, toutes les études prospectives prévoient dans les prochaines années une explosion des usages et des équipements numériques. Et quand je dis explosion, c'est pas juste un petit chiffre, mais comme tu l'as montré en fait sur la courbe, on parle quand même d'un doublement des équipements numérique dans les 5 ans à venir au niveau mondial, donc c'est quand même assez conséquent, pour arriver normalement en 2030 environ à 125 milliards d'objets connectés. Ouais, donc on est quand même sur des chiffres qui sont relativement massifs. Donc en fait, voilà, donc vous avez ces chiffres-là qui, faut bien comprendre, sont quand même assez en fait, c'est des prophéties autoréalisatrices, parce qu'une fois que vous dites, bah tiens, dans tel secteur, vous allez avoir tant d'équipements, et du coup, souvent, il y a le marché en milliards de dollars derrière, bah en fait, vous allez amener des investissements qui vont aller plus vers là que vers d'autres secteurs. Donc déjà, il y a des choix qui se font déjà à ce niveau-là, mais bref. Donc en tout cas, cette Union internationale des télécoms prend ces études prospectives, qu'elle travaille de toute façon avec les industriels pour réfléchir aux usages du futur, et elle essaye de voir, enfin de faire en sorte que les réseaux télécoms de demain, donc là en l'occurrence la 5G, mais du coup dans 10 ans en fait ce sera la 6G, et dans 10 ans encore après ce sera la 7G, que le réseau ne soit pas saturé et qu'il puisse soutenir les prospections, donc là en l'occurrence ces milliards d'objets connectés. Donc en fait elle, c'est son cahier des charges, et d'ailleurs ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle le justifie en disant pas on prévoit, parce que le on est toujours un peu flou, mais non, ils y vont carrément, ils font en fait ce sont les consommateurs qui ont besoin de ces milliards d'objets connectés, et donc c'est en fait
pour répondre aux besoins, et d'ailleurs c'est dit comme ça sur le site, des consommateurs, nous avons caractérisé des définitions techniques, des caractéristiques techniques de la 5G pour que du coup ça puisse soutenir le réseau. Donc en fait concrètement, l'ARCEP a donné, donc l'ARCEP c'est le régulateur télécom français, des réseaux télécoms français, a donné une liste de concrètement qu'est-ce que ça va être les usages qui nécessiteront la 5G et pas que la 4G, la 3G, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui la majorité de ce que vous faites en ligne, je sais pas moi, réserver un billet de train, envoyer des mails, vous le faites avec la 4G. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de la 5G pour ça. Donc, en fait, pourquoi il y aurait besoin de la 5G? C'est déjà, premièrement, pour désengorger des zones très urbaines où il y a des usages qui sont lourds. Donc, les usages lourds, ça veut dire quoi? En fait, c'est des vidéos HD qui en fait sont qui demandent des données, qui ont un poids lourd et qui du coup en fait saturent le réseau 4G actuel. Donc la 5G n'est utile que dans la mesure où ces usages lourds explosent aussi, et ça va totalement avec ce que l'ARCEP prévoit, puisque c'est bien le développement des contenus lourds du type vidéo ou réalité virtuelle, la connectivité entre les différents véhicules, donc là on parle bien en fait des véhicules autonomes et du fait qu'ils puissent se parler entre guillemets entre eux, et plus globalement en fait de multiplier l'ensemble des capteurs. Donc là on est bien sur des projets type Smart City par exemple, mais aussi tout ce qui est domotique, donc c'est ces maisons connectées où il y a aussi l'exemple du troupeau de bétail qui pourrait être suivi avec des capteurs pour ne pas perdre ses moutons. Donc là, on voit bien avec ces usages, en tout cas, que la 5G, elle n'est pas juste là comme ce qu'on entend parfois dans les médias, où on dit, tiens, effectivement, la 5G, en fait, si aujourd'hui, il n'y avait aucun équipement en plus et aucun usage supplémentaire par rapport à aujourd'hui, normalement, si on regarde juste la consommation énergétique que vous faites avec vos équipements numériques, devrait baisser. Parce que du coup c'est un peu ce que tu expliquais avec cette question de temps de latence. Alors là du coup ça devient un peu trop technique pour moi, mais en tout cas les études montrent que à usage constant, il y aurait cette consommation énergétique qui baisserait parce que en fait ça serait optimisé. C'est la fameuse optimisation. Sauf qu'en fait la 5G n'est pas du tout là premièrement pour ça, puisque si elle est déployée, ça sera, l'objectif c'est bien d'aller sur ces explosions d'usage et d'équipement, premièrement. Deuxièmement, c'est que de toute façon, il y a un enjeu de rentabilité pour les opérateurs. C'est qu'aujourd'hui, déjà, la 4G n'est pas rentable pour les opérateurs. Et c'est le PDG d'Orange qui l'a dit, donc j'imagine que ça doit être, vrai. Et qu'en fait, pour que la 5G soit rentable pour les opérateurs, de toute façon, ils vont devoir faire un déploiement massif et justifier les abonnements 5G, donc en favorisant tous ces contenus lourds, puisque sinon, encore une fois, la 5G en elle-même ne sert à rien. Donc il y a ces enjeux aussi un peu économiques derrière. Et c'est pour ces raisons que d'ailleurs, je crois que Bouygues Telecom s'était prononcé en disant qu'il était plutôt réticent et que lui, il n'avait pas forcément envie d'y aller. Donc en plus, on voit qu'il y a une espèce de passage en force qui se fait, alors même que les opérateurs eux-mêmes sont un peu réticents à la question. Bref, du coup, alors une fois que j'ai posé juste ce petit tableau, ah oui, c'était sur les usages. Oui, donc en fait, la 5G, si elle est déployée, c'est bien pour aller vers ce modèle-là. Après, là où il faut faire attention, c'est que bien évidemment, si demain il y a la 5G, et là quand je dis demain, c'est de toute façon l'ouverture des ventes des fréquences aux opérateurs, c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, c'est le 29 septembre. En fait, nous, dans notre vie de tous les jours, on ne va pas voir la différence là dans les 5 prochaines années. Parce que le temps que justement il y ait ces nouveaux équipements qui soient développés et qu'ils arrivent sur le marché et qu'après on vous demande on vous propose, on vous incite à renouveler votre téléphone portable, votre voiture, votre balance connectée ou votre je sais pas quoi, en fait il va se passer en gros 5-10 ans quoi. Donc c'est là où il faut faire attention dans les débats, c'est que c'est jamais du court terme et c'est souvent ce qu'on entend à la télé quand des personnes proches du milieu industriel souvent vous disent oui mais en fait en vrai là dans l'immédiat la 5G ça sert d'abord à l'industrie.
Ah oui, mais en fait, il faut voir un peu plus loin, c'est que ça sert à l'industrie, c'est qu'après, ils vont développer des équipements qui auront besoin de la 5G pour fonctionner. Donc l'exemple typique, c'est le secteur de l'automobile et le secteur de la téléphonie qui en fait stagnent depuis 3 ans. Donc stagner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de débouchés parce qu'on arrive à un niveau de saturation. En fait, les gens ont globalement tous une voiture, ils n'ont pas besoin d'en avoir plus, notamment dans les pays occidentaux. Et donc, ils ont besoin de débouchés et, pour en fait tout simplement renouveler le parc automobile et j'allais dire se relancer. Voilà, c'est un peu le... Donc en fait, il y a bien ces enjeux-là qui sont des enjeux en fait vraiment, pour le coup, industriels. Donc voilà, donc ça c'était pour poser un peu ce monde de la 5G et ce qu'il faut aussi, parce que en fait je réponds aussi, vu qu'il n'y a pas de contradicteur, je réponds aux contradicteurs que vous pouvez entendre à la télé souvent, donc ça fait peut-être un truc un peu chaotique, mais on pourrait revenir dans les questions si parfois c'est pas très clair. Non, parce qu'il y a aussi un autre argument qui revient souvent, c'est celui du ah mais si on n'a pas la 5G, on va être en retard, regardez la Chine, on va être totalement paumé, etc., etc. En fait, ce qu'il faut, là je veux dire, faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui en France, 80 à 90% du trafic mobile, c'est lié aux services américains dont on connaît tous les noms, c'est-à-dire en fait à des grands monopoles. Donc demain, avec la 5G, en fait, ça va seulement renforcer la position monopolistique de ces acteurs-là. Et j'allais dire, on est en retard. Enfin, la France là-dedans, elle va pas trop tirer son épingle du jeu, ou en tout cas, voilà, ça sera. Bon, en tout cas, je le demande à le démontrer, mais c'est pas un argument très très facile. Bon. Donc voilà, donc ça c'était juste pour poser un peu le cadre d'ensemble, parce que c'est bien en fait cette ultra-connectivité qu'il faut interroger quand on parle de 5G, c'est pas seulement la 5G toute seule. Après, si on rentre un peu sur les différents, j'allais dire, champs des controverses, donc on va peut-être commencer par l'environnement, parce que tu en as déjà bien parlé, et en fait ce qu'on observe, c'est aujourd'hui il y a une focalisation du débat précisément sur les questions de consommation énergétique, et en ce moment il y a plein de rapports, contre-rapports qui un peu se répondent, et c'est un peu compliqué à suivre, parce qu'il y en a qui vous disent l'argument que je vous donnais tout à l'heure, qui était oui mais en fait la 5G, j'allais dire avec ces réductions de latence, va permettre de compenser l'explosion des usages. Et en fait, les autres rapports ne sont pas totalement d'accord là-dessus, puisqu'il y aurait des effets rebonds, donc, qui seraient, oui, mais en fait, vous dites, en fait, la compensation ne va pas être compensée parce qu'il y a des usages qui vont naître et que vous n'avez pas vu. Enfin bon, donc je passe un peu ces détails-là, mais qui sont en fait moyennement intéressants, puisqu'en fait, comme tu le disais, la question écologique va beaucoup plus loin, et que même quand on regarde cette simple question énergétique, souvent, on oublie qu'il y a besoin d'énergie, non pas seulement au moment de la consommation. J'allais dire, là, mon ordinateur est allumé, il consomme quelque chose. En fait, ça, j'allais dire, tout le temps où je vais utiliser, moi, de l'achat au moment où je vais jeter mon ordinateur parce qu'il ne va plus marcher, ça, en fait, ça représente que 10% de sa consommation, de la consommation énergétique nécessaire. Et en fait, le vrai coût, j'allais dire, de la consommation, elle n'est pas du tout dans l'usage que nous, on en fait. Donc ça, il faut faire attention quand on vous dit « Ah, mais c'est bien d'avoir ce petit côté colibri de je prends pour moi et je fais ma part des choses ». Mais typiquement, là, pour les enjeux, les équipements numériques, en fait, 80 à 90% de la consommation énergétique est déjà dépensée avant l'acte d'achat, pendant la fabrication. Donc voilà, donc c'est juste ça remet un peu en, j'allais dire, en balance ce côté. C'est à moi de faire. C'est un peu plus compliqué que ça. Et encore une fois, sur ces questions énergétiques, donc là pour le coup, tu l'as bien dit, Jean-Michel, il n'y a pas que cette question de consommation énergétique, mais il y a tout ce qui concerne l'extraction. Et d'ailleurs, je crois que tu l'as dit aussi, tu l'as mentionné, d'extraction des minerais. Et là, pour le coup, il y a un très bon livre de Guillaume Pitron qui s'appelle La guerre des métaux rares, qui développe bien ces aspects-là. En fait, qui vous montre que les extractions de métaux rares, du coup, déjà, il y a des enjeux de pénurie, mais c'est que comme il y a des enjeux de pénurie, finalement, il faut aller les chercher de plus en plus loin dans le sol, ce qui n'est pas sans conséquence, puisque ça peut provoquer jusqu'à des assèchements des sols, ça va jusqu'à des pollutions des rivières, des pluies acides, il y a des populations entières qui sont déplacées parce qu'elles ne peuvent plus vivre dans leur écosystème. Enfin, voilà, c'est quand même des conséquences assez lourdes, surtout quand on sait que ces minerais, aujourd'hui, le développement technologique va vers une miniaturisation de ces petits composants électroniques. Et en fait, plus ils sont petits, moins on peut les recycler. Donc c'est vraiment, j'allais dire, à usage unique. Et en fait, après,
Ça, c'est Philippe Biwix qui le montre très bien. En fait, la plupart de ces métaux rares, à la fin, finissent en fait pour faire du béton parce qu'on ne sait juste pas quoi en faire, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était sur le point écologique et aussi, mais ça va ensemble. Aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune étude qui prend vraiment en compte le coût écologique global de la 5G, qui en fait comprendrait à la fois, j'allais dire, le coût des antennes, donc le coût à la fois de fabrication des antennes, de consommation des antennes, mais aussi le coût de construction de l'ensemble des équipements 5G à venir, donc des milliards d'objets connectés qui vont arriver, et de leur consommation. Voilà, donc ça c'est des coûts en fait massifs qui aujourd'hui ne sont pas dans ces querelles d'experts qui polluent en fait plus le débat qu'ils ne posent les vrais sujets. Voilà. Après, si on va sur la question peut-être plus sociale, qui pour le coup là est clairement absente des débats aujourd'hui. Il y a plusieurs points qui posent problème quand même. Donc juste pour les avoir en tête et se poser un peu les bonnes questions. Donc il y a ce premier enjeu dont pour le coup tu as parlé, Muriel, qui est vraiment celle de la surveillance, puisque en fait dans la première année du déploiement de la 5G, c'est quand même 70% des équipements connectés au réseau qui vont être des caméras de surveillance. Voilà, donc ça pose quand même les premiers usages concrets, ça va quand même être des caméras de surveillance, et ça va être le plus gros marché dans les 5 prochaines années. Donc en fait, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au début, avant qu'on trouve de nouveaux usages qui vont arriver après. Bref, donc là ça pose bien sûr des questions de fond tout de suite, t'en as parlé, et donc peut-être qu'il n'y aura pas forcément besoin de développer, mais en tout cas c'est quelque chose à avoir en tête, parce que cette question de la surveillance est juste absente en fait aujourd'hui des débats, elle n'apparaît jamais. Il y a aussi cette question des micro-travailleurs ou des travailleurs du clic. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est qu'en fait quand on parle de ces équipements, et d'ailleurs souvent ça va avec des intelligences artificielles, maintenant c'est quasi systématique, des intelligences artificielles qui font les choses de manière autonome. En fait non, souvent quand on dit qu'on automatise quelque chose, il y a toujours des petites mains derrière pour vérifier que la machine réalise ses tâches correctement. Donc vous avez sûrement vu, d'ailleurs déjà fait vous-même, vous savez, c'est les petits captcha là où on vous demande reconnaissez la voiture sur l'image et il faut que vous cliquiez sur... voilà. Bon, ça en fait, c'est du travail que vous faites gratuitement pour entraîner des intelligences artificielles. Donc là, ça c'est gratuit, mais il y a des gens qui le font pas de manière gratuite et qui d'ailleurs le font sans contrat de travail ni contrat de prestation. Donc généralement c'est dans un flou pas possible, ils sont rémunérés à des sommes vraiment dérisoires et ils sont vraiment payés au clic. Donc c'est le nombre de clics, donc pour avoir reconnu la voiture sur l'image ou autre chose. Et c'est aussi ces mêmes travailleurs du clic, enfin du coup d'autres travailleurs du clic, mais ce même type d'emploi, par exemple pour tout ce qui est la modération de contenu en ligne. Donc vous savez, par exemple sur Facebook, dès que vous dites tiens ce propos, je sais pas, il est insultant, ou il y a une vidéo qui est indécente ou je sais pas quoi, et que vous mettez sur signaler, en fait c'est pas du tout une intelligence artificielle qui vérifie le contenu, mais ce sont des vraies personnes derrière qui c'est pas généralement, qui sont en fait des sous-traitants, donc à la fois très mal payés, mais qui en plus n'ont aucun ni soutien psychologique, qui ont interdiction de parler de leur travail même à leurs collègues. Enfin bon, donc là il y a quand même des petits sujets de droit du travail aussi à poser, et c'est un sujet qui me semble, qui là aussi est un peu absent des débats, mais c'est que si on va sur cette logique d'explosion des usages, en fait ces gens-là, leur nombre va aussi exploser, puisque ça n'arrivera jamais l'objet connecté qui travaillera tout seul de manière autonome. Enfin, il y aura toujours besoin de quelqu'un pour vérifier en fait, et pour l'entraîner, et du coup pour l'améliorer en fait. Et là où c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'aujourd'hui ce travail-là n'est pas du tout payé à son vrai coût. Et le jour où, pour le coup, ces travailleurs, je sais pas, on obligera, ou je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, qu'ils soient rémunérés correctement, qu'ils soient protégés par le droit du travail, qu'ils aient le droit à je sais pas, un soutien psychologique quand c'est nécessaire, enfin bref, voilà, qu'ils soient dans des conditions de travail décentes, en fait, les intelligences artificielles qui en dépendent ne seront pas rentables non plus.
Donc là, ça pose une question plus globale, toujours dans cette idée de quelle société voulons-nous, qui est peut-être que ça permettra de réfléchir un peu à si on veut vraiment cette intelligence artificielle, genre si elle vaut vraiment le coup. Et du coup, je sais pas, peut-être que ça pose de la sortir d'une logique de rentabilité, de la nationaliser, je sais pas, de faire quelque chose avec en tout cas, mais bref, d'assumer ce coût humain derrière et de le rendre aussi visible. Et peut-être troisième... Finalement, je vois que je parle beaucoup, donc je vais aller un peu vite. Et aussi, toujours sur ce côté un peu de sujet qui passe à la trappe, mais qui est quand même important, c'est que cette ultra-numérisation n'est pas neutre et qu'elle change en fait la société. Donc là, tu l'as un peu dit sur le côté de la caméra, des caméras de surveillance, mais en fait, c'est ça pour toutes les automatisations, dans le sens où aujourd'hui, en tout cas, dans la manière dont le développement technologique est fait, bien souvent, on part du principe que quand on va automatiser quelque chose, on va juste l'optimiser, mais que la nature du travail ne change pas. Alors qu'en fait, la nature de l'activité change. Donc, je sais pas, je vais prendre les deux exemples. Un dans l'entreprise, et on va prendre l'automatisation des caisses, puisque c'est un cas que j'ai étudié dans le bouquin. Mais voilà, vous avez l'automatisation des caisses. En fait, quand vous regardez le travail de la caissière avant, quand la caisse n'était pas automatisée, n'a rien à voir avec le travail de la caissière une fois que la caisse est dite automatisée. Puisque d'un côté, vous avez une caissière qui s'occupe de son poste, qui est assise, qui gère ses clients un à un. Donc après, je ne nie pas du tout la pénibilité du boulot, mais c'est juste que bien souvent, quand vous regardez les articles qui étaient pro et voire militants pour l'automation des caisses, on vous disait « mais allons vers l'automatisation des caisses, on va enfin libérer la caissière qui a un boulot de merde et on va pouvoir les permettre de faire d'autres choses. » Bon, en fait, aujourd'hui, surtout dans les grands hypermarchés, la caissière, elle ne gère pas une seule caisse, mais en fait, elle en gère au minimum 6. Vous lui dites généralement pas bonjour parce que vous parlez déjà à la machine. Donc quand elle vient, c'est forcément quand la machine va mal ou qu'il y a un truc qui ne va pas. Enfin bref, en fait, en termes de pénibilité du travail, ça ne s'est pas amélioré avec l'automatisation de la machine et son métier en fait n'est plus le même qu'avant. Et ça c'est intéressant quand on regarde un peu des articles sociaux sur les caissières, c'est qu'en fait aucune caissière ne va vous définir son travail comme en fait moi je bip des articles. En fait justement ce qu'elle va apporter, d'ailleurs c'est intéressant, je crois que c'est un texte qui date des années 2010 où vous avez des caissières qui disent de toute façon si mon métier c'était que biper des articles, effectivement autant que je sois une machine. Mais en fait, c'est pas ça. Il y a une mine de rien, même si c'est pas forcément évident. En fait, il y a toute une approche de relation client. Il y a des liens faibles qui se font. Il y a une fidélisation. Il y a tout un côté humain qui finalement déjà est nié dans l'automatisation et qui en fait contribue à invisibiliser un peu plus la caissière derrière les machines. J'aurais envie d'aller au-delà en fait. Ah bah vas-y. Parce que les caissières, en fait, avant, elles faisaient du calcul mental. Et c'était honorable pour elles. On voyait que voilà, elles étaient vraiment utiles et elles faisaient un travail quand même qui était valorisant, quoi, puisqu'en fait, elles calculaient tout ça, tous les trucs qu'on achetait. Et finalement, on va vers. Donc, j'en ai parlé là. On va vers une régression humaine. En fait, la machine fait les choses à la place. Et effectivement, les gens vont finir par devenir comme des poteaux, en fait, dans leur travail. Et ils seront juste là pour vérifier si ça se passe bien. Mais c'est atroce. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas vivre dans cette société. Voilà. Et du coup, si on prend un autre exemple, et ça va aller aussi un peu dans ce sens-là, c'est donc j'emprunte cet exemple à Antoinette Rouvroy, qui est philosophe et juriste, ou docteur en droit, je sais pas comment il faut dire, mais bref, qui prend l'exemple de l'automatisation, ou en tout cas, vous savez, des algorithmes d'aide à la décision dans la justice, et d'aide à la décision pour les juges, en fait. Et elle montre que en fait, ce type d'algorithme, qui a priori est plutôt sympathique, puisqu'il vous aide en disant, tiens, pour tel cas, en fait, l'algorithme analyse tous les cas précédents et tous les résultats, toutes les décisions juridiques qui ont, qui sont, toutes les décisions juridiques des différents cas, et elle va dire, tiens, donc pour des cas similaires, il y a X% des décisions qui ont été, je sais pas, celle-ci, X% qui ont été celle-là. Donc, ça incite fortement à prendre celle où il y a eu le plus de pourcentage, en fait. Et elle montre que ça, en fait, c'est carrément, ça change la nature, donc ce qu'elle appelle la fonction anthropologique du droit, puisque
dans cette logique-là, la justice a toujours déjà été rendue, hein, puisque vous faites simplement une somme de ce qui a été fait avant, vous en faites la synthèse et vous dites, bon, bah, en gros, la tendance, c'est de faire ce résultat-là ou cette décision juridique-là, donc bah, il faut la continuer. Et donc, en fait, vous êtes dans une société où il n'y a plus cette notion où potentiellement, à chaque procès, la norme peut se rejouer et peut évoluer pour amener à un cas de jurisprudence où on fait, bah oui, en fait, jusqu'à présent, il y a toujours eu cette décision-là, cette telle règle de droit a eu cette interprétation-là, mais aujourd'hui, bah en fait, on va faire différemment, cas de jurisprudence, on évolue, quoi. Et c'est même, j'allais dire, tout l'intérêt des actions de désobéissance civile, c'est que vous allez en procès précisément pour rejouer la norme, enfin, pour permettre à un moment donné de se dire, bah tiens, peut-être que la norme va évoluer. Donc voilà, donc c'est toujours dans cette logique de, à un moment, une automatisation n'est pas neutre, surtout quand, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas toutes mauvaises, mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a une certaine tendance, où on fait d'abord attention à la réduction des coûts économiques, et pas forcément, justement, à toutes les conséquences que ça a d'un point de vue global. Voilà, ben, je vais peut-être m'arrêter là pour cette première partie, puis j'imagine qu'il y aura des questions. Alors, merci beaucoup à toutes les deux. Donc, je pense que vous avez vu que je suis parti du technique et on est allé sur d'autres choses beaucoup plus intéressantes que juste les questions techniques. C'était le but. Hein. Et là, tu parlais beaucoup d'intelligence artificielle. Dire, pourquoi parler mais non, le débat c'était 5G. Pourquoi on parle d'autre chose? C'est comme Notre-Dame-des-Landes, hein. C'est la 5G et son monde, comme l'aéroport et son monde. C'est-à-dire que c'est un élément technologique structurant, essentiel à un ensemble de métamorphoses technologiques et de changements de société que Yael nous a extrêmement bien décrit, enfin nous a pointé dans des directions, enfin voilà, c'est pas exhaustif, mais c'est des points qui sont extrêmement cruciaux sur le rapport au travail. Et effectivement, dans les rapports qui défendent la 5G, les rapports officiels, le lien avec l'intelligence artificielle est systématique. Ça va vraiment ensemble. Donc ça, c'est tous des objets connectés. Donc il y a vraiment disons, ces deux points qui me semblaient particulièrement importants, que je pense que Muriel pourra revenir parce qu'elle a été... Enfin, tout ce que tu nous as dit, c'était super, mais c'était effectivement très synthétique, c'était dense, mais effectivement, plein de points importants ont été abordés, mais il y a vraiment ces deux dimensions de changement radical de société. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et de toute façon, est-ce qu'a bien étudié la Convention de citoyens, et pour ça, il y a ce moratoire sur la 5G que tu n'as pas cité, je pense. Non, mais voilà, tout le monde est au courant parce que c'était dans le flyer, mais parce que c'est un élément que c'est juste pas compatible avec les limites planétaires, avec les engagements des accords de Paris, etc. Donc ça, c'est les deux éléments. Juste avant de... Donc c'est... je voulais rappeler pour deux petites choses que je voulais vous dire en introduction. C'est que pour toutes ces questions techniques et analyses, la Técopole a produit un texte qui se trouve sur le site de la Técopole, que vous avez ici. Si vous voulez revenir, les références que j'ai données au niveau technique et toutes ces choses-là, il y a plein de choses avec plein de références si vous voulez travailler. Et puis surtout, Yael vient de finir d'écrire un bouquin là qu'elle a ici, qui doit sortir le 8 octobre. Elle a eu la copie hier ou avant-hier avec Irénée Regnault avec ce titre « Technologie partout, démocratie nulle part ». Donc voilà, quand on lit un titre comme ça, on est très content de l'avoir et on comprend pourquoi maintenant on nous a dit un peu le contenu. C'est vrai que ça donne envie de le lire. Voilà, c'est de la journée pub ce soir. Mais donc... oui, si démocratie et qu'on veut mettre en débat les questions technologiques, je pense que c'est vraiment le moment de donner la parole à la salle. On a préféré faire ce format un peu d'abord en cause et puis après on vous laisse, notamment pour que les vidéos soient plus lisibles sur Internet, puisque c'est tout, c'est pas transmis en direct, hein, mais ce sera tout disponible. Alors oui, je voulais rajouter quelque chose. En fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est très intéressant. En fait, tu parlais que la 5G n'était pas compatible avec les accords de Paris. Donc en fait, moi, je suis rentrée en contact pendant la Convention citoyenne pour le climat avec Madame Mireille Delmas-Marty, qui est une juriste mondialement connue. Et je vous invite à aller écouter ses conférences sur YouTube, hein, Delmas-Marty, c'est vraiment très très intéressant.
Et donc, elle nous a aidé à faire une proposition justement sur la cohérence des politiques publiques. C'est-à-dire que, voilà, on met en place la 5G, mais avant, on a signé les accords de Paris. C'est pas compatible. Voilà. Donc, je vous lis la petite phrase qu'on a faite. Donc, il y a Madame Delmas-Marty qui a écrit de manière juridique, et puis bon, les citoyens ont mis un peu leurs pattes dedans aussi. Donc, la cohérence des politiques publiques, c'est à la fois une exigence démocratique et une condition nécessaire du succès des démarches de transition. Cette exigence s'applique à tous les acteurs qui déterminent ces politiques. La protection des biens communs mondiaux impose de réduire les incohérences que suscite l'action de groupes de pression défendant des intérêts économiques et financiers catégoriels. Dans ce but, la France soutient la création d'une organisation mondiale des biens communs. Voilà, parce qu'il y a une organisation mondiale du commerce qui existe, mais il n'y a pas d'organisation mondiale des biens communs.